Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous à la Cité du Vin. Merci d'être parmi nous et merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne depuis la plateforme Zoom. Nous sommes ravis ce soir de cette table ronde, ce débat sur le vin et la politique, organisé en partenariat entre la Cité du Vin et Kedge Wine School. Ce débat va durer environ 1 heure et vous pourrez ensuite poser des questions. On fera circuler un micro dans la salle et vous pourrez aussi, ceux qui nous suivent depuis leurs écrans, poser vos questions en ligne sur Zoom. On relaiera vos questions dans la partie QR de votre plateforme. Vous pourrez donc relayer les questions. Voilà, donc nous sommes ensemble pour environ 1h30. Donc merci à tous les intervenants ce soir d'être présents. C'est donc Yann Shane qui va animer ce débat, donc qui est responsable programme Kedge Wine School. Et je vais lui laisser la parole tout à l'heure pour présenter les intervenants. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous avons quelques images à vous montrer. Emmanuel Macron aime le vin. Il déclare même en boire midi et soir. Le vin fait partie de notre patrimoine et, par ailleurs, c'est la même molécule d'alcool dans le vin et dans n'importe quelle boisson alcoolisée. Je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. L'addiction à l'alcool est dramatique. Et notamment dans la jeunesse, avec le binge drinking, etc., c'est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône. Comme le président de la République, comme vous, manifestement, comme des millions de Français, j'aime le vin. Ça n'a pas toujours été le cas, y compris parmi les grands élus de notre pays. Mais reconnaissez avec moi, Madame la sénatrice, que l'on peut, même sans goûter au produit, reconnaître l'importance de ce qu'est le vin, la culture de la vigne, l'attachement des Français à ce produit dont nous pouvons sans conteste dire qu'il occupe une place particulière dans l'imaginaire et la culture française. C'est un sujet qui n'est pas habituel dans la bouche d'un homme politique, on va dire les choses comme ça, que de venir parler du vin et d'en montrer tout le contenu et tout le sens. Bonsoir, voilà, merci. Une belle occasion de voir des élus, des candidats, des présidents, un verre de vin à la main ou de parler de vin. Et c'est une belle occasion, preuve aussi que le sujet est politique, comme on vient de le voir. Avant de vous présenter les panélistes, le petit texte d'introduction à notre thématique de ce soir, vin et politique, une relation compliquée, point d'interrogation. Indifférence, désintérêt, désamour, considération, appétence, attachement ou passion, autant de sentiments suscités par le vin dans la sphère politique. Si les élus locaux ont plus souvent tendance à défendre notre production viticole, les responsables nationaux sont bien plus partagés sur la question, tandis que certains prônent un hygiénisme extrême, un durcissement de la loi Évin. D'autres mesurent l'importance culturelle, historique, sociale, et les enjeux économiques associés à cette boisson millénaire. Si la bienveillance est aujourd'hui de mise au sommet de l'État, cette tendance reste récente. Alors que le débat divise dans l'Hexagone, nos voisins italiens et espagnols, par exemple, valorisent depuis longtemps leurs vignobles et leurs meilleurs crus. Alors, quelle doit être l'attitude des responsables politiques vis-à-vis du vin? Le vin est-il un outil politique et diplomatique pour un pays comme la France?
Quel regard portent réellement nos politiques sur le vin et sur la filière viticole et sont-ils prêts à défendre cette filière, à la valoriser, à l'aider et à affronter les défis de demain? Voilà un ensemble de questions auxquelles on va tenter de répondre lors de ce grand débat. Et pour cela, des panélistes à nos côtés. Je commence par Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, vice-présidente du Sénat, coprésidente de la NEV, l'Association nationale des élus du vin. Nathalie, je précise qu'on se tutoie pendant ce débat parce qu'on se connaît depuis longtemps. Denis Savreau, merci beaucoup d'être là également. Vous êtes rédacteur en chef de la Revue des vins de France. Jérémy Kuckerman, Master of Wine, auteur, journaliste, directeur de Kedge Wine School. Et je précise qu'on se tutoie aussi, puisqu'on travaille ensemble. Voilà. Donc j'excuse également Guillaume Gomez, qui devait être avec nous, et qui n'est pas présent pour de bonnes raisons, hein, puisqu'il est parti là tout récemment pour un convoi humanitaire vers l'Ukraine. Voilà. Vous dire qu'on va démarrer ce débat et que, comme à notre habitude, nous allons le sous-catégoriser avec des thématiques. La première thématique autour du vin et de la diplomatie, la deuxième autour du vin et de la santé, une troisième thématique, le vin et les présidents, et puis une dernière thématique où nous parlerons de la relation politique au vin en France versus quelques pays voisins et notamment des pays européens. Voilà, on va démarrer tout de suite avec le vin et la diplomatie. Je précise que le vin est un fleuron du patrimoine français, bien évidemment, par son aspect culturel, mais aussi sous l'angle économique. 8 à 10 milliards d'euros dans la balance commerciale, ce qui en fait le deuxième poste excédentaire français derrière l'aéronautique, mais aussi 500 000 emplois directs ou indirects. Donc dans l'idée de beaucoup, et notamment chez les professionnels, bien évidemment, c'est à valoriser via les politiques. Pourtant, on a souvent observé de la prudence liée, pour utiliser un raccourci, à l'alcoolisme, notamment, on va en parler. Mais dans tous les cas, le vin est souvent partagé, il est promu. Il est un petit peu plus promu par nos dirigeants à l'occasion de manifestations internationales, mais il est parfois aussi peut-être un privilège, peut-être même un outil diplomatique. Alors Nathalie, première question pour toi. Dans quelle mesure le vin peut-il être un outil politique ou un outil diplomatique, selon toi ? Alors un outil politique, je crois que tout est politique dans la vie, hein. C'est la vie de la cité et le vin fait partie de notre vie, de notre quotidien. Comme tu l'as dit, c'est un outil économique. Donc je pense qu'à la fois les politiques ont besoin de se reposer sur une filière économique, 500 000 emplois. On ne s'assoit pas comme ça sur 500 000 emplois. Et sur la deuxième balance, le deuxième poste excédentaire de la balance commerciale. Et le vin a besoin effectivement des hommes politiques pour être valorisé, pour trouver des solutions aussi, on le voit bien. Et d'ailleurs, je voudrais juste avoir une pensée, je pense que pour tous nos viticulteurs qui ont souffert du gel ces derniers jours, on voit bien qu'effectivement, là, ils en appellent aux politiques pour arriver à trouver des solutions quand ils ne sont pas arrivés eux-mêmes à trouver les solutions pour défendre leur vignoble. Donc, c'est effectivement deux mondes très étroitement liés, mais parce qu'ils sont étroitement liés depuis des millénaires, parce que c'est le fondement de notre culture, de notre patrimoine, et donc c'est notre vie de tous les jours. Par contre, on voit bien une évolution de la société, et comme tout politique, on essaye de trouver le meilleur compromis possible, et on a une poussée sociétale sur des nouvelles pratiques, qu'elles soient environnementales, et donc toute la question des traitements dans la vigne, mais aussi toute la question de la façon dont on va consommer ce vin. Et j'étais à Sciences Po il n'y a pas très longtemps face à des jeunes qui m'ont seriné avec le Dry January, parce que je dis qu'on a déjà un message de consommation qui est un bon message de consommation qu'il faut qu'on garde, mais si on met bout à bout les jours d'abstinence qui sont prônés par ce message de consommation, encore une fois, que nous devons assumer et qui est un bon message, c'est 10 verres par semaine.
dont 2 jours de pause hépatique, ça fait quand même 3 mois dans l'année déjà. Le dry January vient rajouter un mois supplémentaire, et les jeunes ne comprenaient pas pourquoi je ne comprenais pas qu'il fallait faire le dry January. Donc je leur expliquais quand même quels étaient les tenants et les aboutissants, et que nous n'avions pas forcément besoin d'aller chercher des méthodes anglo-saxonnes qui, effectivement, des populations qui ne boivent pas et qui ne maîtrisent pas les messages de consommation comme nous pouvons le maîtriser. 90% de la population française consomme comme le message de prévention le préconise. Donc, on voit bien que effectivement, il y a aujourd'hui peut-être de l'éducation qui n'a pas été faite par une génération. Est-ce que nos parents, qui ont reçu de leurs parents cette éducation, n'ont pas loupé une marche? Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans certaines difficultés. À nous, je pense, de compenser effectivement cette éducation, d'avoir des messages rassurants, mais responsables. Tout à l'heure, Agnès Buzyn, dans son court passage, disait qu'il n'en restait pas moins que c'était une molécule d'alcool. Oui, mais on ne déguste pas du gin, de la vodka, comme on déguste du vin. Et je pense qu'effectivement, ce message était simpliste. Et tout à l'heure, vous m'avez fait l'amitié de repasser la réponse d'Édouard Philippe à une question que j'ai posée, qui était justement sur cette inquiétude qu'on peut avoir sur le fait qu'Agnès Buzyn voulait installer la prohibition. Et elle ne s'en cachait pas. C'était essayer d'arriver à l'alcool zéro. Donc voilà, on voit bien que effectivement, les politiques ont entre leurs mains l'avenir aussi, une partie de l'avenir de cette filière économique. Merci Nathalie. Je savais que tu parlerais du gel, effectivement, par rapport à l'actualité aussi, et c'est bien. Et Dry January, alors ça c'est des exemples concrets. J'ai souvenir d'un élu de l'Entre-deux-Mers qui, pour contrecarrer un petit peu ce mode de vie-là, disait qu'il ferait le Dry January lui-même, le janvier sec, mais qu'il ferait le janvier blanc sec. Il avait dit, voilà. Oui. Question pour Jérémy. Jérémy, on se souvient de la vente des vins de la cave de l'Élysée, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2013, qui avait été présentée par le gouvernement comme un signal, en gros, pour faire des économies. Et on sait que cette vente avait représenté certes une somme, mais qui pèse peu si on le compare au budget du gouvernement. Toi, ça t'avait fait réagir, ça a été vécu comme une maladresse d'ailleurs par la filière. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Pour moi, le gros problème, c'était la communication qui a été faite, parce que de l'interne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vente des vins de l'Élysée a été faite pour renouveler. C'était une cave qui a été constituée depuis Vincent Auriol, qui était certainement une très belle cave, mais les caves doivent vivre. Et évidemment, il y a un moment où les vins doivent être bu ou vendus pour être bu par d'autres. Et donc, il y avait certainement certains crus qui arrivaient plus qu'à maturité. Pour autant, la grosse maladresse, c'est que ce n'est pas ce qui a été dit après par les services de l'Élysée. Ça a d'ailleurs fait suite à la vente de vins de la mairie de Paris, qui avait de la même manière, qui s'était emparé du sujet pour... c'était la période où on parlait beaucoup de désendetter l'État. Et notamment, on a beaucoup parlé de ça. Et effectivement, les services de communication ont plutôt communiqué sur le désendettement et sur le fait que c'était formidable pour le budget de l'Élysée et le budget de la mairie de Paris. Donc pour moi, c'est une vraie maladresse, parce que le fait que l'Élysée et la mairie de Paris aient de très belles caves, c'est important. C'est effectivement un outil diplomatique quand on reçoit les grands politiques de ce monde, que de servir de grands vins français ou étrangers pour leur faire plaisir. Et donc je pense que c'était une vraie erreur que de communiquer sur le fait que ça désendettait la mairie ou l'Élysée, qui plus est effectivement quand on avait les chiffres après, puisque bon, même si c'est vente aux enchères, évidemment quand c'est estampillé Élysée ou mairie de Paris, ça rapporte un petit peu plus d'argent. Pour autant, je crois qu'on parlait de 0,0 quelque chose % du budget de l'Élysée et de la mairie de Paris. Donc une goutte d'eau effectivement dans un monde de vin. Bon, les caves doivent vivre. Et il arrive alors, au Sénat, nous la faisons vivre, hein, je vous assure. Non, oui, on la boit. Bon, voilà, c'est bien d'avoir des anecdotes aussi de la vie du Sénat. Il y a d'ailleurs plusieurs caves au Sénat. Oui. Alors, Denis, puisque vous avez la parole, j'avais une question pour vous aussi, notamment sur le fait que le vin est parfois la victime de dommages collatéraux. Je m'explique, on se souvient de la taxe Trump, on a eu l'effet Brexit,
On a maintenant aussi un petit peu les effets du Covid qui continuent, la guerre en Ukraine, voilà ce genre de choses-là. Vous dirigez la rédaction d'un magazine qui est à destination des consommateurs. Et sur cette thématique de la diplomatie, est-ce que, selon votre point de vue, il y a une appréciation de ce que l'on fait, ou de ce que l'on déguste, de ce que l'on consomme en fonction des événements politiques? Je peux donner un exemple. Bon voilà, depuis le conflit Russie-Ukraine, je décide de ne plus commercer avec les Russes. Ma conviction, ce serait d'être anticapitaliste, donc je ne veux pas boire de vin américain. Est-ce que c'est quelque chose qui est tangible, ça? Alors bon, il faut quand même rappeler qu'en France, le problème se pose quand même relativement peu, puisque la France est sans doute le pays du monde qui consomme le moins de vins étrangers. Il faut savoir que la part des vins étrangers en France, c'est moins de 2%. Donc en France, on boit avant tout et d'abord du vin français. D'ailleurs, dans la cave de l'Élysée, il n'y a aucun vin étranger. Mais c'est sûr que la France, dans le monde entier, c'est le pays du vin. Si vous allez devant une école, les élèves d'une école primaire au fin fond de la Chine, si vous demandez aux élèves mais quel est le pays du vin de raisin, puisque les Chinois disent le vin de raisin, ils se lèvent tous et ils disent la France. Donc quand Donald Trump veut effectivement sanctionner la France, il tape là où ça fait mal symboliquement, c'est-à-dire qu'il va pénaliser le vin comme il a pénalisé le whisky chez les Écossais ou certains fromages chez les Italiens, le pecorino et d'autres. Donc voilà, mais on voit effectivement tout ce que représente le vin pour notre pays dans le monde. Merci Denis. Alors, la limite diplomatique, Nathalie, je voulais te poser une question là-dessus, voir un petit peu où est le curseur. On a vu un article récent là dans Le Monde où il était question d'Audrey Bourrelot, qui est l'ex-conseillère du chef de l'État, qu'on a présenté comme une lobbyiste qui serait encore très influente auprès du gouvernement ou du président Macron. Ça a suscité notamment une forme d'indignation de plusieurs associations de lutte contre l'alcoolisme, on y revient. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que déjà la presse est dans son bon rôle là? Est-ce que ce type de relation est importante aussi diplomatiquement, politiquement? Alors diplomatiquement, effectivement, nous sommes reconnus encore comme étant le pays de cette culture du vin. Est-ce que diplomatiquement c'est important? Je pense qu'on est toujours content de faire un bon repas autour du vin et de mettre en avant ses connaissances. Après, est-ce que effectivement ça a un poids politique? Oui, ça l'a quand on touche là où ça nous fait le plus mal sur notre production. Ensuite, je reviens des pays du Golfe. Normalement, je n'aurais pas dû boire une goutte de vin dans les pays du Golfe, et pourtant j'en ai trouvé sur beaucoup de tables de personnalités qui nous recevaient dans les pays du Golfe. Donc cette culture, effectivement, on arrive à la transmettre. C'est important. Après, les lobbies, jusqu'où, effectivement, peuvent-ils agir? À l'extérieur, ça reste de la convivialité. À l'intérieur, on sait bien que ce sont des enjeux politiques. Après, en France, là maintenant, on a, c'est aussi, ça fait partie de ces nouveaux réflexes. Cabinet de conseil, lobby, etc. C'est un gros mot maintenant. Voilà, ça y est. Ça vient d'arriver. Pourtant, nous sommes tous des lobbyistes en puissance. Quand on dit qu'on aime le yaourt à la fraise, on est un lobby des yaourts et de la fraise. Voilà, jusqu'où va-t-on s'arrêter? Je pense que chaque filière économique, ou en tout cas qui représente les médecins ou un syndicat pour défendre leur profession, c'est normal. Je pense que quand on est des politiques, nous ne pouvons pas tout connaître. Donc, il est normal qu'il y ait des personnes qui vous présentent. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre tout pour argent comptant. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aussi, effectivement, entendre les hygiénistes. Nous, c'est ce qu'on fait au Sénat, c'est le travail qu'on fait au quotidien. C'est de mener énormément d'auditions pour acquérir une conviction et savoir où est le juste milieu. Quelle est la bonne information pour pouvoir progresser
avancer et prendre ensuite les meilleures lois possibles par rapport à ce qui convient. Maintenant, bon, là, il y a des lobbies, à nous de savoir reconnaître la valeur de ces paroles-là. Mais je pense que c'est nécessaire. Moi, souvent, quand je prépare une loi, je me dis, mais oui, j'avais pas pensé à cet effet pervers. Donc, je lis ce que les lobbies m'envoient en me disant, mais d'accord, bon, ok, il y a un effet pervers. Mais comment est-ce qu'on peut le corriger? Donc, ça fait quand même avancer des choses. Je pense qu'il faut arrêter de toujours dire que c'est anormal, ça ne va pas. Moi, je dois débattre souvent avec des hygiénistes. Et c'est vrai que je sens que la presse tape moins sur les hygiénistes en ce moment que sur les lobbies. Pourtant, ce qu'ils nous racontent n'est pas toujours juste. Et qu'il faut souvent remettre aussi l'information juste dans leurs propos. Bon, là, il faut effectivement en avoir conscience et développer nos éléments de langage par rapport à ça et rationaliser. Mais je pense qu'effectivement, les journalistes ne prennent pas forcément, désolé, mais pas tous, mais certains journalistes ne prennent pas toujours le temps de vérifier les informations mais ce sont des êtres humains aussi. C'est vrai qu'ils doivent donner des informations justes, mais parfois ils prennent aussi un parti. Donc voilà, il faut savoir toujours rester en éveil par rapport à certaines informations. Alors, vous voulez réagir, Denis, sur ça? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que sur cet article, on parle de lobby alcoolier, de lobby du vin, mais il y a un lobby qui est quand même extraordinairement puissant, c'est le lobby de la santé et des laboratoires pharmaceutiques. Bon, peut-être que je précède la prochaine section. Mais la transition est toute faite, oui, vers le sujet de la santé. On l'a effleuré là déjà. Oui. C'est vrai qu'on a. Ce qui est vrai, c'est que pour les laboratoires pharmaceutiques, le vin est une sorte de concurrent de certains de leurs produits. Car, je vais peut-être choqué ici, mais le vin est le plus naturel, le plus civilisé des anxiolytiques. Et quand on regarde l'évolution de la consommation de vin en France, on voit très bien que dans les années 60, on était à peu près à 100 litres de vin par an et par habitant, et on est en dessous de 40. Et en 1960, on était à 0 anxiolytiques et antidépresseurs en France. Et aujourd'hui, on est à 100 millions de boîtes. Donc le vin est un concurrent du Lexomil, bon, je résume. Et donc, il y a tout un pan de l'industrie, notamment l'industrie pharmaceutique, qui est tout à fait connectée au plus haut niveau de l'État, qui diffuse des informations qui cherchent à discréditer le vin, l'alcool d'une façon générale, donc avec toutes ces cohortes de chiffres, 50 000 morts par an. Bon, maintenant, on dit 40 000, on en a perdu 10 000 en route. On sait pas encore très bien pourquoi, mais et donc beaucoup de médias, et en particulier des médias généralistes, reprennent un peu il y a beaucoup d'études qui sont fournies par les autorités sanitaires en dénonçant voilà l'alcool est cancérigène dès le premier verre, etc., etc. Et donc tout ça fait des papiers dans la presse, repris dans les télévisions, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose de très très puissant, quoi. Et ce lobby des labos et de l'industrie pharmaceutique est extrêmement puissant, beaucoup plus que celui du vin. Merci Denis. Alors oui, on y vient, hein. On y était déjà de toute façon, de par ce sujet, de glisser vers la thématique de la santé. Je me tourne vers Jérémy. On a vu quelques images d'ailleurs tout à l'heure, Jérémy. Je voudrais qu'on reparle d'Agnès Buzyn. Et de sa sortie. Voilà, oui, effectivement, on l'a entendu on parle de molécules, mais en gros, on associe le vin au même titre que n'importe quelle boisson alcoolisée. Toi, ça t'avait fait réagir, ça, dans la presse. Tu avais écrit au sujet de ça. Est-ce que tu peux nous en reparler? Tout à fait. J'avais répondu à ces différentes sorties. Alors déjà, les images que l'on a vues, c'est déjà un rétropédalage. Il faut savoir que les premières sorties étaient beaucoup plus virulentes. Effectivement, en bref, ce qu'elle disait, c'est que le vin était comme toute boisson alcoolique, et la grande théorie, c'était que si il n'y a pas de premier verre, il n'y a pas d'alcoolique. Donc, qu'effectivement, il vaudrait mieux se priver d'aller vers la voie de l'alcoolisme, et donc vers
aussi la voie du plaisir, parce que c'est quand même un grand sujet pour le vin. Pour moi, effectivement, il y avait une démagogie, il y avait une méconnaissance de l'importance sociale, culturelle, économique, historique du vin. Et surtout, ce qui m'a le plus gêné, d'abord dans les propos, alors la première chose, c'est qu'elle a dit boire du vin. Donc effectivement, on ne peut que lui donner raison si il s'agit de boire. Mais déjà, le vin se déguste, il ne se boit pas. C'est la première chose. Et je pense que quand on parle de dégustation, finalement, c'est le meilleur moyen de lutter contre le binge drinking, contre l'alcoolisme. Le vin, finalement, est un formidable outil d'éducation pour les jeunes générations. Et là, ça nous renvoie à beaucoup de choses. Ça nous renvoie, à mon avis, aussi à un échec d'éducation sur le goût. Je pense que le goût devrait faire partie de l'éducation beaucoup plus tôt. Évidemment, à ce moment-là, on ne démarre pas par des boissons alcoolisées, mais je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'emmener vers l'éducation du goût. Et ensuite, quand on est en âge de déguster du vin, je suis persuadé que ceux qu'on sensibilise à la dégustation ne sont pas ceux qui finiront alcooliques. Donc c'est là où je pense qu'il y a une grossière erreur dans son discours et que c'était de la démagogie et du cliché. Et qu'elle était probablement dans son rôle d'hygiénisme. Elle s'est d'ailleurs fait reprendre par le président assez rapidement. Et je reste persuadé qu'on a un outil d'éducation formidable avec le vin. Et le vin a beaucoup changé aussi, et le rapport avec le vin a beaucoup changé. Denis a cité quelques chiffres. On est monté à un moment donné à 160 litres par an par habitant en France. Donc le vin a été un produit de consommation courante qui n'était probablement pas dégusté, qui était bu, et qui générait probablement beaucoup de problèmes d'alcoolisme à cette période-là. Aujourd'hui, on en consomme moins de 40 litres. On est prêt à mettre beaucoup plus d'argent dans le vin, et donc je pense effectivement que ces propos étaient plus que déplacés et ne contribuaient pas positivement au débat. Et on voit bien qu'une des réponses passe par l'éducation. Vous êtes rejoints là en utilisant ces termes avec Nathalie. Oui. Je voudrais qu'on parle de la loi E20. Ça doit venir dans le sujet ce soir. Certains politiques prônent de sortir le vin de la loi E20 puisque c'est un produit culturel. Je voudrais vous citer une phrase d'un candidat, Fabien Roussel en l'occurrence, qui a dit « Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française ». Alors, il faisait référence surtout au fait que chaque citoyen doit avoir accès à ce qu'on juge être un bon repas. Là aussi, il a déclenché quelques colères d'associations l'accusant de banaliser l'alcool, d'autres associations encore, véganes, l'accusant de faire l'apologie de la consommation de la viande. C'est quoi le juste milieu, Nathalie? Et surtout, est-ce que la loi E20 est une bonne loi? Est-ce qu'il y a des bonnes lois? Je crois que ce sont des lois qui doivent évoluer, des lois qui correspondent à des moments où effectivement on a envie de peut-être de tirer des sonnettes d'alarme. Ce sont les lois du moment, mais aujourd'hui je crois que ce serait difficile de dire qu'on va revenir sur la loi E20. Je pense que en fait la loi E20 elle avait pour but de réduire la consommation de tabac et d'alcool. Bon, c'est ce qui se passe. C'était peut-être nécessaire pour passer de boire à déguster. C'était effectivement de prévenir sur les risques. Le tabac, la première cigarette, effectivement, est cancérigène, ce qui n'est pas le cas du vin, mais le vin vient parfois compliquer certaines pathologies. C'est très complexe, le vin. Bon, mais effectivement, prévenir sur les risques, je crois qu'aujourd'hui, revenir sur ce type de notion ne serait pas une bonne publicité pour le vin. Et puis ensuite, c'était le troisième axe de la loi E20, c'est de prémunir les mineurs. Bon, je crois que le discours de la loi E20, on peut difficilement avoir des éléments de langage pour revenir contre ces trois axes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un message de prévention qui est un bon message de prévention, c'est-à-dire ne jamais boire seul, boire en société, boire en mangeant, hein, c'est ce que disait Fabien Roussel, il rappelait simplement le message de prévention, et boire effectivement dans des termes raisonnables. Bon, aujourd'hui on est passé à divers. Enfin, vous avez vu quand même, on a basculé très rapidement, sans que ça fasse vraiment de bruit, d'un verre par repas à 10 verres par semaine.
C'est vrai que là, on est allé fort quand même sur le dernier message de prévention, mais bon, il a l'air, quand on interroge la population, c'est le reflet de la consommation de toute manière des Français. Donc on est sur ce message de prévention. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le tabac ne peut pas communiquer. Je crois que le vin a trouvé le moyen de communiquer par son patrimoine, par le no-tourisme, par d'autres biais qui me paraissent quand même permettre à la filière de pouvoir le faire. Alors, on peut effectivement évoluer. Je crois qu'aujourd'hui, se dire que le combat, c'est contre la loi E20, on a tellement de combats à mener sur l'environnement, le défi climatique, les transmissions des propriétés viticoles, etc. Je pense que voilà, il y a quelques combats d'arrière-garde qu'il faut abandonner. On en a plein d'autres à mener qui feront et qui accompagneront utilement la profession. Jérémy, je t'interrogerai aussi sur la loi E20, sauf si tu veux réagir tout de suite. Une toute petite réaction. Okay. Bon, je vais peut-être être politiquement incorrect, mais il m'arrive parfois de boire un verre de vin seul. Et je crois que quand on est encore dans la dégustation, ça n'est pas très grave. Alors en tout cas, Nathalie a parlé de prévention. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de vin et société. Que le travail que fait Vin et Société et qui conjugue les aspects de prévention et de promotion de la filière. Il y a souvent ce débat sur les antioxydants aussi qu'on présente avec ces liés au French Paradox, mais avec qu'on présente avec des avantages bénéfiques pour la santé en tout cas. Puis il y a le goût du vin qui change, il y a le goût des consommateurs qui change. Toujours sur cette optique de goût de consommateur, santé. Toi, Jérémy, tu as une expertise sur le sujet. Ça t'inspire quoi, ça, ce type de constat ? Le goût des consommateurs, à mon sens, par rapport à la relation entre le vin et la politique, on est plus dans des tendances. Et en l'occurrence, le goût a probablement évolué face à un ciel qui change. On va probablement en parler plus tard. Et donc, par rapport au climat, et c'est vrai qu'on a recherché à un moment donné la concentration des vins assez puissants. L'alcool a d'ailleurs été un marqueur de qualité. Pendant très longtemps, on regardait sur l'étiquette et quand l'alcool était plus élevé, on pensait que le vin était meilleur. Aujourd'hui, on a une tendance qui s'est un peu inversée. Mais pour moi, c'est un autre débat et ça n'a rien à voir avec la politique. En revanche, les études qui se sont succédées, moi, effectivement, une consommation responsable et a priori, toutes les études qui ont été commanditées par des laboratoires extérieurs au lobby confirment qu'une consommation responsable et modérée a plutôt tendance à rendre, en tout cas, à ne pas accélérer les problèmes de cancer et même potentiellement pour certains cancers avoir un effet protecteur. Voilà. Donc si on est totalement objectif et qu'on regarde ces études, c'est le cas. Après, effectivement, ça doit être une consommation responsable et en ce sens, c'est vrai que les bases de la loi E20 me semblent assez logiques. Après, ce qui est un petit peu plus, à mon sens, gênant sur la législation française, et on en parlera plus tard, c'est les aspects de communication. C'est que c'est vrai qu'on est extrêmement limité en France sur la manière dont on peut communiquer sur le sujet. D'ailleurs, tous les projets de télévision sur le vin ont été avortés assez vite parce qu'il y avait trop de contraintes. Et en fait, pour résumer, en France, on peut parler de l'origine, on peut parler du mode de fabrication, mais on ne peut pas parler de grand-chose d'autre. Et c'est vrai que tout ce qui est lié à la notion de plaisir s'apparente à faire la promotion de l'ivresse, alors que je pense qu'on peut être un peu avant la ligne de crête et quand même parler de plaisir. Alors, on va revenir sur ces aspects tout à l'heure aussi de communication par rapport à la loi E20. Denis, vous avez rappelé des chiffres tout à l'heure. Effectivement, 1975... 100 litres par an et par habitant. Aujourd'hui, années 60. Les années 70 ne devaient pas être très loin de ça aussi, je pense. Mais aujourd'hui, effectivement, moins de 40 litres par an et par habitant. C'est le résultat d'une politique hygiéniste, ça ? C'est le résultat d'une consommation plus responsable ? C'est quoi Et puis, est-ce qu'il y a des impacts ? Il y a un impact économique aussi sur ça, forcément. Bien sûr. Bien sûr, effectivement, la consommation de vin diminue et ça n'est pas dû uniquement à l'hygiénisme dont on parle. Il y a beaucoup de facteurs. D'abord, il y a
il y a la transformation de la consommation du vin, donc il y a la disparition par exemple des ouvriers et des travailleurs de force, des gens qui travaillaient à l'extérieur, qui buvaient du vin, alors des vins à 9 degrés, 10 degrés, c'était qui leur redonnait des forces, et cette consommation-là quotidienne a disparu. D'ailleurs, on peut faire un parallèle entre la baisse de consommation de vin en France et la chute de l'influence du Parti communiste en France. Et la disparition du monde ouvrier a entraîné une baisse tout à fait importante de la consommation de vin en France. Mais ça n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs, par exemple le développement de la voiture. Alors, la voiture, c'est l'ennemi mortel du vin, car on ne peut pas conduire et boire du vin. Donc, on voit bien que, par exemple, dans les années 70, un ouvrier qui sortait de l'usine de Boulogne-Billancourt, Renault, allait boire un verre de blanc au comptoir, il sortait en bicyclette ou en mobilette. Aujourd'hui, quand on a 1 heure de voiture à faire avec les radars, les contrôles, la sécurité, évidemment, on ne peut plus consommer le vin de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, il y a des questions de transmission. Donc on a évoqué tout à l'heure... Vous avez évoqué, Nathalie Delattre, les mutations, la transformation sociale du pays. Donc la famille nucléaire traditionnelle où se transmettait la connaissance du vin est quand même beaucoup par les pères. Cette famille-là, elle a tendance à se désagréger. On n'a plus les mêmes les repas, par exemple le repas de famille, le repas du dimanche, le repas du soir disparaissent au profit de on est devant la télé, on est devant Netflix, on est sur Internet, donc tout ça change, la famille se transforme. Aujourd'hui, il y a 8 millions de familles avec des enfants mineurs en France, et il y en a 25% qui sont monoparentales. Bon, c'est pas dans ces familles-là que s'effectue la transmission de la culture ou du vin culturel, du vin partage, etc. Donc on a ça. On a aussi la transformation sociétale. Aujourd'hui, on a dans l'avant-dernier livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, très intéressant, il rappelait que lors d'une étude en 2016, 7% des jeunes gens de moins de 18 ans en France déclaraient qu'ils ne boivent pas de vin à cause de leur religion. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait aussi une transformation dans le pays. Donc là, évidemment, on parle de l'islam, qui est la religion qui condamne la consommation d'alcool, pas seulement de vin d'ailleurs. Bon. Mais voilà, on a une transformation de la population française, et donc tout ça, c'est une somme de facteurs croisés qui expliquent cette baisse de consommation. Voilà. Alors cette transformation de la société, transformation du pays, donc j'en reviens à notre troisième sous-thématique. Je voudrais qu'on parle de la relation qu'ont les présidents de la République au vin. On a vu quelques extraits tout à l'heure, on a dévoilé quelques phrases des précédents dirigeants qui faisaient peu l'apologie du vin. Je pense au général de Gaulle, je pense à Valéry Giscard d'Estaing, à François Mitterrand. On a eu Jacques Chirac, qui était surtout connu pour boire de la bière. On a connu Nicolas Sarkozy, qui lui était connu pour ne pas boire de vin. Voilà. On a eu le mandat de François Hollande, qui pourtant réputé bon vivant, lui aussi avait un petit peu de mal à faire cette promotion, en tout cas à l'intérieur du pays. Et puis, depuis 2017, on voit le président Macron soutenir un petit peu plus, de manière plus affichée, la filière des vins et des spiritueux. On a parlé de la balance commerciale tout à l'heure notamment. On voit bien que là, on va parler aussi des candidats à l'Élysée, pas seulement des présidents. Jérémy, je voudrais te poser une question au sujet de Yannick Jadot, qui indique que le vin pourrait disparaître d'ici 2050. Voilà. Avec un visuel de campagne où on voit une bouteille de vin et avec une baseline qui dit « Qui aurait cru qu'on n'en aurait plus ?» Voilà.
Alors, il s'appuie là-dessus sur des études, bien sûr, c'est pas simplement une punchline comme ça, mais il alarme en réalité sur les dangers du réchauffement, quelque part, également. Donc il prévoit dans son programme présidentiel d'accompagner les filières vers des modes de culture qu'on pourrait juger peut-être plus pérennes, je vais le dire comme ça. Toi, tu as écrit un livre qui s'intitule « Quel vin pour demain ?» où il est beaucoup question du réchauffement climatique ou de la transition climatique. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça t'inspire quoi, ce type de déclaration, par exemple? Pas grand-chose. Je suis assez opposé au discours catastrophiste des écologistes ou de toute personne qui commente sur le climat. D'abord parce que je trouve qu'on doit être dans la projection et dans la solution. Et que si on dit aux générations à qui on a déjà légué un monde compliqué qu'on va vers des catastrophes, ils ne vont pas faire grand-chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, j'ai effectivement travaillé à étudier les scénarios sur le climat et les climatologues, et en particulier pour la filière vitivinicole, et je me méfie beaucoup des prédictions. Pourquoi? Parce que déjà, certaines qu'on nous avait servies dans les années 2000 se sont avérées fausses. Et il y a un certain nombre de raisons pour ça. La première, c'est que le terroir est une équation à plusieurs composantes. Il y en a une qui est le climat, mais il y a aussi l'homme, il y a aussi la géologie, la topographie, il y a aussi le cépage. Et que finalement, il y a une seule composante qui a évolué, et ça, on ne peut pas le contester, mais les autres peuvent s'adapter. Donc déjà, ça c'est la première chose. Je pense que le Vitis vinifera est bien plus résilient qu'on ne peut le penser, que c'est une plante méditerranéenne, que l'homme peut être bien plus résilient quand il est poussé dans ses retranchements. Et quand finalement on regarde l'ensemble des initiatives qui ont été prises pour s'adapter, on se rend compte qu'il y en a énormément. Alors le gros problème de la filière, c'est qu'on est dans une filière extrêmement fragmentée et dispersée, et donc il y a un gros enjeu de partage du savoir, ça c'est sûr. Et parfois, nous, on peut aussi apprendre de pays qui ont été poussés dans leur retranchement climatique plutôt que nous, ça c'est sûr. En revanche, je ne crois pas à ces prédictions. Je pense par ailleurs que quand on regarde les chiffres, il y avait un climatologue, alors je ne veux pas pointer du doigt ce monsieur qui est un monsieur absolument brillant et qui à l'époque avait fait ce qu'il pouvait pour essayer de prédire, mais qui avait fait des prédictions sur les cépages avec des sommes de température pour le cycle végétatif, et il y avait des limites. Et au-dessus de ces limites, les cépages n'étaient plus censés être cultivables pour pouvoir produire du vin et du vin de qualité. Et si on se réfère à ce tableau qui a été utilisé pendant longtemps et qui est un tableau qui date d'il y a une quinzaine d'années, il n'y aurait plus de Pinot Noir à Beaune et il n'y aurait plus de Malbec à Mendoza, par exemple. Sauf preuve du contraire, il y a encore du très bon Pinot Noir à Beaune et il y a encore de très bons Malbec à Mendoza. Donc je pense qu'il faut faire attention aux prévisions climatiques. L'autre chose qui me gêne un petit peu dans les propos d'Yannick Janot, c'est qu'il y a une méconnaissance pour moi du changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est pas uniquement le réchauffement climatique, c'est beaucoup d'autres choses. C'est avant tout une variabilité accrue, intrasaisonnière et d'une saison sur l'autre. On l'a vu d'ailleurs au sortir de ce millésime 2021 qui a été un millésime très compliqué, qui n'a pas été un millésime particulièrement chaud. Donc on va aussi avoir des millésimes avec une pression fongique forte et avec beaucoup d'humidité. On va avoir des épisodes climatiques extrêmes qui vont se multiplier. Donc on n'est pas confronté uniquement à du stress hydrique et à du réchauffement. Donc déjà, ça c'est un raccourci. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui pour l'instant ont bénéficié du réchauffement climatique. Alors de manière, évidemment, on ne parle que de viticulture, mais je veux dire, on se transpose 30 ou 40 ans en arrière, le nombre de bons millésimes dans le Rhône-Nord, alors ça peut paraître incroyable, mais le Rhône septentrional n'arrivait pas très souvent à 12 ou 12,5 de potentiel alcoolique à la récolte. Même à Châteauneuf, je me souviens que les vignerons me racontent que dans les années 70, il y a un minimum alcoolique de 12,5% et qu'ils avaient du mal à l'atteindre pour les blancs. Donc on est aussi sorti d'une période où on courait après la maturité et où on n'avait pas la maturité technologique, et on parlait même pas de maturité phénolique, ça n'existait même pas, la maturité phénolique à l'époque. Les bons millésimes étaient juste caractérisés par des millésimes qui n'étaient pas chaptalisés. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de régions fraîches
qui ont un très beau potentiel. Moi, je pense que la Champagne a encore de très beaux jours devant elle, que le Cabernet Franc à Bordeaux a de très beaux jours devant lui, et le Cabernet Sauvignon aussi. On a peut-être planté un peu trop de Merlot et à des endroits où il ne devrait pas être, surtout parce qu'il y a aussi un problème d'adéquation terroir et cépage. Donc, il y a tout ça qui est effectivement à prendre en compte. Et je pense que peut-être on produira aussi de grands vins tranquilles en Champagne un jour, et tant mieux. Ils ont un grand terroir pour ça. Et puis, plein d'autres pays ou d'autres régions ont bénéficié du changement climatique. Donc, je ne suis pas pour le catastrophisme. Ça a tendance à paralyser. Et je pense qu'il faut plutôt parler des solutions. Nathalie, vas-y, parce que tu me... Non, moi, je pense que ça peut être très cynique, en fait, cette communication. Moi, j'ai peur que cette nouvelle petite musique, on le voit avec la guerre en Ukraine, hein, on nous dit qu'il faut qu'on devienne de plus en plus résilient et qu'on tente effectivement de pouvoir être autonome. Le vin va être très vite dénoncé comme n'étant pas de première nécessité, comme étant élitiste, produit de luxe, et on est en train de basculer sur un discours qui est en train de dire qu'il faut récupérer, alors c'est mal connaître, hein, parce que je crois qu'il n'y connaît rien, Jadot, effectivement, c'est mal connaître les terroirs viticoles, parce que sur certains, on ne peut pas faire pousser autre chose que de la vigne. Mais assez rapidement, on va nous expliquer qu'il faut qu'on puisse récupérer ces terres pour assurer les produits de première nécessité. Je crois que ça va être le prochain combat qu'il va falloir qu'on mène. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que si on avait cultivé du vin là où on devait le cultiver, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. La vigne est une culture qui, normalement, est plutôt sur des sols pauvres, où on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Après, le problème, peut-être, c'est qu'on a fait beaucoup de vin à certains endroits. Je pense aux Big Rivers en Australie, je pense à la Central Valley en Californie, où il ne devrait pas y avoir de vin, et où on utilise des ressources de première nécessité pour le faire pousser, et où il n'y a aucun sens du lieu et aucun terroir. Donc là, ça, c'est un vrai problème. En revanche, et ça, c'est ce qui est assez intéressant par rapport au climat, c'est que quand on regarde les ressources et l'utilisation des ressources, nous, on est en train de courir après, on court après l'irrigation et on demande l'irrigation. Et si on regarde ce qui se passe à l'autre bout de la planète, où ils ont eu des problèmes avec l'eau, il y a bien plus longtemps que nous, eh bien, eux, ils sont en train de se détourner de l'irrigation. Ils sont en train de dire que l'eau coûte trop cher, que l'eau est évidemment une denrée de nécessité publique, et donc ils sont en train d'apprendre à se passer de l'eau, et ils se rendent compte finalement en plus que la surirrigation, c'est un enracinement superficiel, c'est une plante beaucoup plus dépendante et donc beaucoup plus vulnérable en fonction de l'instabilité climatique. Donc je pense qu'effectivement ça va nous obliger à être plus responsables, et peut-être que ça va révéler les vrais terroirs aussi. C'est peut-être la bonne partie de l'histoire. Et dans la responsabilité, juste dire qu'une partie des Français sont choqués parce qu'ils voient, nous, effectivement, quand on voit des arboriculteurs qui arrivent à sauver leur récolte, parce que c'est une finalité, c'est la finalité, hein, c'est le travail de toute une vie ou toute une année, mais voir qu'on est en train d'asperger des récoltes pour les protéger du gel, alors que, effectivement, certains pays sont en alerte orange sur les nappes phréatiques, je crois qu'il faut qu'on fasse attention, parce que ce sont des pratiques qui vont être dénoncé assez rapidement. Alors, je reviens à une autre déclaration. C'est celle-ci. Une table sans vin, c'est un peu triste. Alors ça, c'est une phrase d'Emmanuel Macron, Denis, qui a été nommé personnalité de l'année, je crois, par la RVF. C'est ça, cette année, oui. Donc, la question est simple. C'est est-ce que ce travail-là aussi, est-ce que tout cela est suffisant? Parce que j'ai souvenir que dans votre ouvrage In Vino Satanas, vous parliez aussi de prix, des vins français, pardon, qui se vendaient à prix d'or, mais que chez nous, quelque part, on les boudait un petit peu. Oui, alors c'est vrai qu'on a ce paradoxe en France où, par exemple, les autorités, le chef de l'État offre beaucoup de vin, par exemple, lorsqu'on reçoit des personnalités. Et Virginie Routis, la sommelière de l'Élysée, qui est d'ailleurs girondine, je crois,
le rappelle régulièrement. On lui demande sans cesse de faire des coffrets, des cadeaux avec nos plus beaux vins, nos Bordeaux, nos Bourgognes, nos Champagnes, même nos eaux de vie. Et puis, en même temps, il y avait un discours, en effet, jusqu'à Emmanuel Macron, on était quand même tout à fait en retrait. François Hollande buvait du vin, mais il n'en parlait pas. Nicolas Sarkozy était abstinent, c'est vrai. Giscard a fait quand même beaucoup pour le vin et la gastronomie. C'est lui qui a quand même fait venir les chefs à l'Élysée. Mais cela dit, même Nicolas Sarkozy, bien que ne buvons pas de vin, veillait à servir les plus grands vins à ses hôtes de marque, comme d'ailleurs François Hollande et comme le font tous les présidents. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le vin, c'est ça, quand même sa fantastique résilience finalement, parce que malgré ce contexte, malgré cette loi E20 qu'on a en France et qui n'existe en effet ni en Italie, ni en Espagne, ni en Allemagne, ni en Angleterre, malgré les messages sanitaires qui nous disent aujourd'hui 2 verres de vin maximum par jour et encore pas tous les jours, malgré les messages officiels où on nous explique que le vin est cancérigène dès le premier verre, hein, c'est quand même ce que racontent les autorités sanitaires, eh bien, le vin a cette force en France, il reste un symbole fort, et même dans la politique, je pense que Nathalie Delattre, vous pourrez sans doute le dire aussi, on termine toujours, on sert quand même du champagne quand on reçoit des invités prestigieux, lorsqu'il y a des remises de décoration, toute cérémonie officielle, on termine quand même toujours en France par du champagne ou par du vin. Et d'ailleurs, il faut relever que le vin a même sans doute gagné un peu de terrain, car par exemple le whisky a disparu. Or, dans les années 70, puisqu'on remonte l'histoire ce soir, par exemple le président Pompidou, il y a d'ailleurs un film qui est célèbre, il reçoit une équipe de télévision et il sert d'ailleurs à Claude, sa femme, et à lui-même, ils se servent de larges rasades de whisky. Le général de Gaulle aussi servait du whisky à ses invités de marque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le whisky a quasiment disparu. On ne sert plus de whisky, mais on continue de servir du vin. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce paradoxe en France entre avec cette situation. Là, ça bouge. On est à quelques jours du premier tour des élections présidentielles. Donc, on voit des candidats, on voit le président s'exprimer sur le sujet, et notamment dans l'RVF, pas que dans l'RVF, mais aussi dans l'RVF. On sait que Jean Lassalle a été intronisé il y a peu de temps à la confrérie de Loupiac. Nicolas Dupont-Aignan affiche qu'il est le fils d'un marchand de vin. Valérie Pécresse dit qu'elle est amoureuse des vins du Sud-Ouest parce que ses beaux-parents sont producteurs. C'est important que la personne qui occupe la fonction suprême de l'État donne aussi son point de vue en tant que consommateur. C'est certain que Nicolas Sarkozy, qui ne buvait pas du tout de vin, ça lui est souvent, il a été le canard enchaîné, notamment la brocardée, comme buveur d'eau, voilà, donc ça lui a collé un petit peu au basque pendant tout son mandat, mais enfin il s'en est quand même relevé, et encore une fois, il veillait quand même à servir de bon vin. Donc je pense qu'en période de campagne électorale, tout le monde effectivement essaye de parler à différents secteurs d'activité, voilà, et donc tout le monde y va de son petit couplet sur le vin, mais il est certain que le président Macron, la revue du vin de France ne fait pas de politique, hein, on ne donne pas de consigne de vote naturellement, mais c'est vrai que le président Macron s'est distingué en défendant le vin, en annonçant dès le début de son mandat qu'il s'opposerait à tout durcissement de la loi E20, ce qui est quand même c'est une déclaration, alors que jamais François Hollande ou Nicolas Sarkozy, a fortiori Jacques Chirac, qui ont durci sous le mandat duquel la législation a été durcie, personne n'avait dit ça. Donc il a dit: je bois du vin
tous les jours, midi et soir, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il a notamment assoupli, alors il n'était pas encore à l'Élysée, mais quand il était encore à Bercy, il avait assoupli la loi E20 pour permettre justement à l'œnotourisme de pouvoir communiquer, parce qu'avant, le fait de communiquer, un domaine qui communiquait sur l'accueil dans le vignoble, etc., tombait sous le coup de la loi E20. Alors là, c'était vraiment se tirer une balle dans le pied pour un pays, la France, qui accueille 80 millions de visiteurs, de touristes par an. Donc bon... Et il a reçu la chancelière Merkel, lorsqu'il a salué son départ, il l'a reçu à Beaune, ensuite au Clos de Vougeot. Donc il porte ça. Mais alors c'est étonnant chez lui parce qu'il ne vient pas d'une région de vignoble. C'est pas sa famille. Son père était, ses parents, son père était médecin assez rigoriste. C'est pas chez ses parents qu'il a découvert le vin. Et en fait, il a une vision, je pense, assez sublimée du vin, et plutôt sublimée par ses lectures, par la littérature. Il a compris par ses lectures, je pense, que le vin était un symbole important de la France. Et alors, je pense qu'en rentrant à la Banque Rothschild, il a aussi eu l'occasion de découvrir notamment les grands vins de Bordeaux, puisque les banquiers en achetaient beaucoup, etc. Et puis Brigitte Macron, elle aime le vin, elle le connaît bien. Mais il s'est emparé de ce symbole et il le porte haut. Et il est en réalité le premier à le faire depuis longtemps. Voilà. Alors, c'est intéressant. Je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour notre dernière thématique, parce que je vois qu'on est un petit peu en retard. Mais Denis, vous venez de nous parler justement de relations. Hein. Vous avez évoqué la chancelière Merkel qui a été reçue, etc. Je voudrais poser une question à Jérémy. Justement, dans cette optique-là, qui nous fait la transition, on a souvenir en 2017 de Juan Carlos, l'ex-roi d'Espagne, qui s'est déplacé et il y a eu beaucoup de presse, beaucoup d'affiches. À Cannes, tout à fait. Ouais, voilà. C'était l'inauguration les Bodegas Rothschild et Vega Sicilia. Exactement. Et voilà, même si Denis nous a cité quelques anecdotes par rapport au président Macron, on s'imagine assez mal comme ça que ce soit très médiatisé de voir un président qui serait à l'inauguration d'un nouveau chai designé par un grand architecte, un Jean Nouvel, un Philippe Starck, peu importe. Mais qu'est-ce que ça t'inspire ? Je pense un chai quel qu'il soit. Voir un président s'afficher à l'inauguration d'un chai, on n'en est pas encore là. Alors, il y a eu beaucoup de progrès. Je crois que les vidéos qu'on a vues et les témoignages que tu as cités prouvent qu'on n'a jamais parlé autant de vin, donc c'est une bonne chose dans cette campagne qui a été très courte. Donc, je suis content que ça ait été au centre du peu de débats et de discussions auxquels on a pu assister. Quoi qu'il en soit, on est encore très timide pour valoriser ce patrimoine qui est le nôtre. Effectivement, on a une relation encore très différente de par les lobbies hygiénistes historiques. On en revient un peu et je m'en réjouis, mais effectivement, la relation qu'ont les Espagnols et les politiques espagnols avec le vin et la relation des politiques français avec le vin est extrêmement différente, en tout cas au sommet d'État. Je ne juge pas les élus locaux qui, eux, sont pour le coup beaucoup moins frileux. Mais c'est vrai que on a toujours peur du retour de bâton et de la volée de bois vert, hein, ça c'est évident. Alors que là-bas, ils considèrent que c'est vraiment un bien culturel qu'il faut valoriser. Et donc, en ça, on a une relation extrêmement différente. Et je pense que c'est malheureux, parce que je pense que ça fait partie de notre patrimoine et que c'est même un des fleurons de notre patrimoine et qu'on devrait ne pas être timide pour le valoriser. Alors, pour enchaîner, Nathalie, toi aussi, tu as été intronisée d'ailleurs par plusieurs confréries, je le précise. Est-ce que c'est, selon toi, pour des enjeux de prudence, par rapport à des questions de santé, par exemple, que les responsables politiques semblent plus timides, comme disait Jérémy? Est-ce que ça te semble plus facile de promouvoir comme ça à l'étranger, et notamment chez les voisins européens, qu'en France? Oui, effectivement, on le voit bien. Hein, c'est le rapport qu'ont les politiques au plus haut niveau avec le vin est ambigu. Alors c'est vrai qu'ils se sont tous exprimés pendant la campagne présidentielle. Voilà, on n'est pas idiots, c'est 500 000 électeurs. Hein, 500 000, tu le disais tout à l'heure, emplois directs et indirects, donc c'est un potentiel de 500 000 électeurs. Donc voilà, on s'adresse à eux. Moi, je témoigne quand même que effectivement, à un moment donné, ministère de la Santé, il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus d'alcool.
Madame Buzyn était arrivée effectivement à faire. Olivier Véran, je ne sais pas, il n'a parlé que de la Covid. Je ne sais absolument pas ce qu'il pense sur le vin. Donc on va découvrir ça si des fois il était prolongé. Enfin, on verra ça dans quelques jours. Et c'est vrai que je n'ai pas entendu de politique dénoncer le Dry January, qui est un moment quand même très important dans notre pays, qui est le moment où les élus locaux rencontrent leur population pour souhaiter les vœux, parler effectivement des projets d'avenir, et on conclut toujours avec un verre de l'amitié. Donc effectivement, voilà, moi j'aimerais les entendre sur ces sujets-là, qui sont notre quotidien, qui sont effectivement des moments clés dans la vie de nos citoyens, et ces moments de convivialité aussi. Donc oui, je pense qu'effectivement, à l'étranger, ça leur paraît peut-être plus naturel que chez nous. Et c'est vrai que le lobby hygiéniste, le lobby de la santé est très fort et empêche de libérer encore cette parole. Et c'est vrai, moi je salue Emmanuel Macron, Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, qui aussi fait des efforts. Mais je pense que nous avons aussi une nouvelle génération qui n'est pas très demanderesse aussi de qui sollicite pas notamment de paroles sur cette filière. Donc il faut effectivement que nous arrivions à progresser et à faire passer des messages sur cette nouvelle génération. Je voulais aussi rebondir sur un point qu'on n'a pas abordé, qui me semble extrêmement important. Puisqu'on parle de politique et de législation, c'est les droits de succession. Parce que c'est un vrai problème pour la filière vin et pour les consommateurs par voie de fait, parce que ça crée un cercle vicieux, puisque effectivement on ne protège pas celui qui essaye de léguer son bien à une nouvelle génération, et donc à mon sens on devrait taxer énormément celui qui veut vendre et qui spécule sur sa terre, et en revanche on devrait protéger celui qui essaye de transmettre un bien, un savoir-faire, une culture, et ça n'est pas le cas, et finalement on va avoir une viticulture qui va être de moins en moins familiale, parce que dans les régions qui sont devenues spéculatives, on a autorisé des transactions très élevées qui finalement ont conditionné le prix du foncier parce qu'elles sont enregistrées. Donc on a un foncier qui monte, et donc on a des droits de succession qui montent, et derrière on a des enfants qui se retrouvent avec le trésor public qui tape à la porte et qui demande des centaines de milliers, voire des millions d'euros, et donc ça décourage quand on doit prendre le relais, et ça incite à vendre toute ou partie d'un domaine viticole. Alors je ne suis pas là pour dire que les hommes d'affaires ne font pas parfois du bien au vignoble. Ils font parfois du bien au vignoble, hein, c'est un autre débat. Je pense que la Champagne peut remercier Bernard Arnault, et je pense que François Pinault fait du bien à beaucoup de vignobles et produit des très bons vins. Donc on peut être un homme d'affaires et être passionné et produire de très bons vins. Pour autant, ça me semble aussi important d'essayer d'aider les familles et les vignobles familiaux à préserver ce bien. Donc ça, c'est un point important, et c'est un point doublement important parce que finalement, bon, ceux qui sont pénalisés, c'est effectivement les familles, mais au final, c'est aussi les consommateurs. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le foncier coûte plus cher et que le trésor public a tapé à la porte? Eh ben, le seul moyen de préserver au-delà de la vente, c'est de vendre plus cher. Donc on se retrouve avec des vins qui deviennent inaccessibles, on éloigne les passionnés du vin, et finalement ça ne devient qu'un marqueur de statut et pas forcément un marqueur de passion. Et je précise qu'en cette période, beaucoup de candidats se sont exprimés là-dessus, et que la quasi-totalité est pour l'allègement des droits de succession. Voilà. Oui, mais presque la totalité. Objectivement, 150 000 plutôt que 100 000 quand on parle de Bourgogne. C'est un combat de la profession depuis longtemps, donc je pense que les messages passent. Par contre, et c'est la période je pense aussi, que la problématique, c'est que certains viticulteurs disent aussi aux enfants que c'est tellement dur qu'ils les déconseillent aussi de reprendre les vignobles. Donc il faut aussi saluer ceux qui viennent de l'extérieur et qui aujourd'hui reprennent des vignobles, parce que c'est aussi l'intérêt. C'est qu'on ait aussi des nouveaux dans la profession qui puissent apporter un regard aussi, et c'est très complémentaire. Mais je pense que effectivement, je m'associe. C'est un dossier sur lequel, après Gérard César, j'ai commencé à travailler au Sénat. C'est un combat déterminant, ces droits de succession.
Alors j'avais fait une promesse, c'est qu'on allait reparler de la loi E20. Pas une promesse électorale, mais je tiens mes promesses. Et notamment sur l'aspect communication qu'on a évoqué tout à l'heure. Toujours en relation aussi avec les pays voisins dont on commençait à parler. Jérémy, dans quelle mesure la loi E20, pardon, elle est peu permissive en France, tu le disais, par rapport à la communication. Les pays voisins ont aussi une culture historique du vin. Il semble qu'ils fassent plus que nous. Est-ce que cette communication, elle pourrait être plus flexible tout en restant au service d'une consommation responsable, comme on l'a dit tout à l'heure? Déjà, il y a une évidence, c'est que nous n'avons pas le droit de communiquer sur des médias audiovisuels en France, sur le vin ou toute boisson alcoolisée. Donc c'est le cas chez nos voisins et ce n'est pas le cas chez nous. Donc déjà, on pourrait effectivement autoriser avec évidemment un cadre. L'idée n'est pas de faire l'apologie de l'ivresse, mais encore une fois, pour moi, entre le plaisir et l'ivresse, il y a quand même un fossé. Et donc je pense qu'effectivement, on s'est mis dans un carcan qui limite beaucoup ce que l'on peut dire. Et moi, je ne vois pas en quoi le plaisir de dégustation doit être un souci en termes de communication. Merci. Vas-y. Non, mais ce qui devrait être déterminant, c'est qu'en fait, par rapport à, par exemple, à Québec, et je pense à Edicolcol, par rapport à l'Espagne, en fait, ce sont des politiques qui sont co-construites entre les autorités gouvernementales et la profession. Donc effectivement, il y a des discussions qui se passent et des compromis qui sont trouvés en France. Et c'est là où j'aurais aimé peut-être entendre les candidats. C'est facile d'avoir un verre à la main et de dire je vais soutenir la filière viticole. Oui, mais concrètement, est-ce que vous êtes prêts à autoriser cette co-construction ? Aujourd'hui, les lobbies de l'INCa, par exemple l'Institut national contre le cancer, etc., dont a fait partie Agnès Buzyn, recommandent fortement à ce que ça continue à être complètement cloisonné et qu'il n'y ait aucune discussion entre les institutions sanitaires et la filière viticole pour trouver le meilleur compromis par rapport à la communication sur ces produits-là. Donc tant qu'on ne déverrouille pas certaines choses en France, la loi, on n'arrivera pas à progresser sur ce sujet. Le Québec est un très bon exemple, au même titre que les pays scandinaves. On est dans ce qu'on appelle la vodka belt, donc il y a eu effectivement là un héritage du binge drinking, enfin de l'alcoolisme extrêmement important, et on est sur des monopoles d'État. Donc là, l'État est obligé de discuter avec la filière, puisque finalement c'est lui qui achète et qui revend. Tout à fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est que donc Système Bolaguette ou Vin Monopolette, etc., et les magasins qui en ressortent sont parmi les magasins qui sont les magasins préférés des consommateurs dans les enquêtes de consommation. Et en plus, quand finalement on est dans une logique de co-construction, on peut agir à plein de niveaux. Par exemple, les appels d'offres, le poids de la bouteille ou des critères effectivement qui vont bénéficier à la transition écologique sont des critères majeurs dans les appels d'offres. Le niveau de marge est plutôt calculé en fixe plutôt qu'en pourcentage. Donc ça veut dire qu'on donne accès à des vins qui sont généralement moins accessibles plus facilement, et donc on fait des bonnes affaires sur les vins haut de gamme. Donc encore une fois, on emmène plutôt vers la dégustation et vers le plaisir. Donc il est évident que la discussion et l'échange vont bénéficier à la fois, je pense, aux enjeux importants que nous avons face au climat, mais aussi finalement aux consommateurs et à la filière. Denis, un dernier mot? Oui, allez-y. Oui, sur la loi E20, juste deux choses. Bon, d'une part, parce qu'il y a quand même quelque chose qui... je voudrais rappeler que lors du vote de la loi E20, donc sous le gouvernement Rocard en 91, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu de mobilisation du vignoble, en réalité. Et donc, c'est quand même... on peut se demander comment est-ce qu'on a pu voter une pareille loi. Et en réalité, cette loi... Elle pose beaucoup de questions, notamment en termes de communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un produit sur lequel on ne peut pas faire de publicité, par exemple, c'est un produit qui a tendance à reculer, qui est moins visible, etc. Donc il y a des enjeux. Bon.
Mais la réalité, c'est que la loi E20 est aussi une loi protectionniste. C'est une loi qui a, en réalité, en interdisant de faire de la publicité à la télévision pour le vin, on a empêché les grands producteurs internationaux, les groupes Constellation, les Gallo, les Mondevii, les Espagnols Torres, Freixenet, etc. On les a empêchés de rentrer en France car ils étaient inconnus et ils ne pouvaient se faire connaître que par la télévision. Ce qui explique que la France soit aujourd'hui le seul pays au monde où 98% des vins qui sont bu sont des vins français. Donc cette loi E20, c'est une loi... Arnaud Montebourg aurait pu... c'est une loi très très protectionniste qui a protégé la France, qui a empêché les vins étrangers de rentrer en France. Après, c'est vrai que le fait de... Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de ne pas trop focuser sur cette loi E20, parce que la réalité aussi, c'est qu'en fait, cette loi, elle est quand même finalement assez permissive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le seul pays en Europe à avoir une loi E20, mais en réalité, le vin reste quand même un produit en vente libre. Enfin, on n'a même pas de monopole d'État. On peut quand même, n'importe qui peut acheter une bouteille de vin. On peut consommer du vin quand on veut. Et c'est ça d'ailleurs qui rend dingue les hygiénistes. C'est-à-dire qu'ils disent, mais c'est pas possible. Enfin, avec tout leur... Eux, ils communiquent sur le fait que le vin est cancérigène dès le premier verre. Donc, mais cette situation est fragile et il faut se méfier des enjeux sociétaux. Donc effectivement, ça c'est très intéressant ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que le vin, en perdant le vin aliment, en fait on perd une certaine proximité avec le pays réel, avec la population. Et demain, effectivement, il peut y avoir, on va dire, non mais le vin c'est pour les riches maintenant, parce que on s'est gargarisé, on a dit ah oui mais on boit moins mais on boit mieux. Tout le monde dit ah c'est merveilleux. Ben oui, mais le problème c'est que on perd la proximité avec le vin. Et puis il y a surtout les enjeux environnementaux et le développement des lotissements qui sont maintenant au contact des vignes. Bon, à Bordeaux c'est un problème très sensible. Il faut faire attention à ça. C'est extrêmement dangereux et la superposition de ces deux facteurs fait que le vin peut être effectivement demain vraiment mis à l'index. Il faut vraiment être très conscient de ça. Oui. Alors on disait qu'on aurait bien aimé avoir les candidats. J'aurais bien aimé moi aussi avoir les candidats pour parfois commenter leurs propres déclarations ou nous expliquer même leur programme. Mais on a eu d'excellents panélistes. On arrive au terme de nos échanges et on a aussi... des électeurs potentiels que nous sommes tous ici et on se réserve comme à l'accoutumée un petit temps de questions. Non, on n'est pas en campagne. Non, mais ça n'empêche pas de parler du sujet, bien évidemment. Tu l'as bien compris. Donc on va laisser. Je crois qu'il y a la fameuse catchbox, mais oui, pour faire passer dans le public et éventuellement poser quelques questions. Puis il y a aussi nos internautes, si jamais, voilà, je sais qu'il y a... Il y a un verre de l'amitié. Parce que je pensais qu'il y avait un verre de l'amitié. Non, la catchbox ne se boit pas, c'est pour poser les questions. Non, pas de questions. On a été extrêmement clair, j'ai l'impression. Mais parce qu'il y a un petit peu de timidité pour les premières questions, peut-être. Ah, voilà. Et voilà, la catchbox se lance. Du coup, j'aurais aimé revenir un petit peu sur les propos de monsieur Savero, un petit peu au début, qui parlait de manière un petit peu, plutôt très positive sur la consommation du vin. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ça peut être justement un petit peu traître, cette image très positive du vin par rapport à d'autres alcools sur la consommation? On parle de la dégustation du vin et parfois on sait que ce n'est pas toujours le cas aussi et que l'alcoolisme c'est aussi une habitude. Donc on peut parfois peu consommer mais de manière très régulière, parfois souvent seul et que ça devient une habitude plus qu'une dégustation. Donc voilà, c'est juste pour que vous précisiez peut-être un petit peu votre point très positif de tout à l'heure sur la consommation du vin. Est-ce qu'il y a quand même cette ambivalence un peu... à avoir par rapport à ça?
Alors là, on revient sur un débat. Tout à l'heure, on a vu les images du ministre de l'Agriculture qui expliquait que le vin était, certes, était un alcool, mais un alcool pas comme les autres. Bon. Et moi, je dois dire que je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que le vin, c'est quand même une culture. C'est d'abord la consommation, la dégustation, pour reprendre les mots de Jérémy, à table. C'est la convivialité, c'est leur repas à la française. Hein. Et ce qu'on voit, et là, il y a des statistiques tout à fait claires. Par exemple, en France, on voit que le niveau d'alcoolisme, les régions où il n'y a pas de vignes sont les régions où il y a le plus haut niveau d'alcoolisme. L'alcoolisme est un fléau, hein, je suis très clair là-dessus, il faut le combattre, mais en réalité, ça n'est pas aujourd'hui en buvant du vin que, en effet, nos jeunes se saoulent ou deviennent alcooliques. Et je pense qu'au contraire, le fait de transmettre la culture du vin partagé à table, du vin convivial, et surtout la culture du vin, tout ce qu'il y a autour. Hein, quand on partage un verre de vin, on partage de la géographie, des paysages. C'est quand même, c'est ça aussi le vin. Hein. Donc c'est vraiment c'est la géographie, c'est notre pays, c'est notre terre. Donc je pense que le vin n'est pas du tout le vecteur numéro 1 de l'alcoolisme. En tout cas, ça me paraît tout à fait évident. Merci Denis, merci beaucoup. D'autres questions ? Il y avait une autre question, si vous pouvez. C'est vrai qu'on parle un petit peu moins d'agriculture et de terre quand on boit du Jet 27. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Pourrais-je poser 2 questions ? Bien sûr, allez-y. Ma première question, peut-être en tant que représentante du département des relations internationales de Cage, je voulais poser la question à M. Kuckerman. Est-ce que la géographie des étudiants de Cage a changé selon les changements géopolitiques ? Et peut-être la deuxième question en tant qu'étrangère, ce qui m'a étonnée en arrivant en France, que c'est pas interdit de boire avant de conduire. Et c'était pas fixé par la loi. Donc peut-être ces 2 questions. Et deuxième peut-être à tous les intervenants. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors est-ce que le profil des étudiants de Cage, et j'imagine des programmes vins en particulier, a changé en fonction des relations géopolitiques? Oui, bien sûr, on est évidemment affecté, et puis aussi la pandémie. Hein. On a eu une recrudescence d'Européens à un moment et un peu moins de pays étrangers pendant ces 2 années qui ont été compliquées. Bien évidemment, aujourd'hui, on essaye de soutenir les Ukrainiens et les Russes tant que faire se peut, parce que c'est évidemment des situations très compliquées pour eux. Après, voilà, je pense que c'est le lot de toutes les écoles et d'ailleurs des entreprises plus globalement. Mais oui, bien sûr, on est impacté. Après, sur le fait de ne pas pouvoir prendre une voiture après avoir bu, bon, il y a quand même une loi aussi sur le taux d'alcoolémie et qui est relativement bas pour prendre le volant. Donc voilà, à partir du moment où vous avez bu dans des proportions qui font que vous n'êtes pas dangereux au volant, pour moi, la loi a mis le curseur au bon endroit. Voilà. Merci. Oui, je crois que la réponse est très bonne. sur effectivement, je crois qu'on mise sur la responsabilité. Vous savez, on est en France, hein, l'interdiction, c'est un gros mot, donc il faut mieux effectivement miser sur la responsabilité. Il y a un taux d'alcoolémie et à chacun de se rendre responsable. C'est vrai qu'avec un verre de vin, normalement, qui est bu par repas, si vous prenez, vous êtes en capacité de pouvoir avoir encore vos réflexes. En tout cas, c'est ce qui a été évalué. Donc oui, on mise sur la responsabilité. Et tout à l'heure, effectivement, je voulais parler de la communication, mais ça va me revenir. Du coup, je l'ai perdu en même temps.
on a encore un petit peu de temps. Oui, dire sur la communication, pardon. Souvent on dit le G27 avec le terroir, etc. Oui, mais en fait, vous n'avez jamais aucune réponse des autres alcooliers. Entre le whisky ne s'exprime jamais, le gin ne s'exprime jamais, les autres ne s'expriment jamais. Ceux qui sont toujours interpellés, qui sont présents pour répondre, c'est la filière viticole. Donc évidemment, en fait, on ne voit sur les plateaux que des viticulteurs ou des gens en relation avec la viticulture à qui l'on pose les questions sur l'alcool en général. Donc très vite, on fait un raccourci entre alcool et vin parce que nous sommes les seuls. Les autres sont complètement absents et honnêtement, personne ne va les chercher. C'est la politique. Et on a de vraies notions de terroir en cognac et en armagnac, et il y a d'autres alcools qui peuvent le revendiquer et où on peut aussi déguster et apprendre le goût. Donc pour moi, tout est une question. Après, effectivement, tout le problème, c'est la dualité de certaines filières, et le vin n'est pas épargné entre ce qui est très industriel et qui a pour une seule vocation, c'est de faire un packaging, un goût qui plaît au plus grand nombre, et un vin de consommation courante ou un produit de consommation courante. Et dans ce cas-là, on n'est pas vraiment dans la dégustation. Et en parallèle, des produits plus artisanaux, ou en tout cas qui transmettent un savoir-faire, une terre, une histoire, et où là, je pense qu'on raconte une autre histoire. Et c'est effectivement pas le cas que pour la filière vin. Et il faudrait donner la parole. Et Nathalie, je suis complètement d'accord. Mais non, mais ils ne le font pas. Et visiblement, ils sont gagnants dans la politique de la chaise vide. La politique du silence, oui. Après, sur le vin au volant, évidemment, on ne peut pas boire et conduire, ça c'est pas possible. Mais il faut choisir. La législation, c'est quand même beaucoup sévèrement durci en France, parce que en fait, c'était il n'y a pas si longtemps, mais il faut se souvenir qu'au début des années 70, quand en cas d'accident de voiture, le fait d'avoir consommé, d'avoir bu du vin était une circonstance atténuante. C'est-à-dire qu'on considérait que le conducteur avait bu, donc évidemment, donc c'était au début des années 70, c'est-à-dire il y a 50 ans, c'est tout à fait sidérant. Après, on a descendu, on est passé à 0,8, maintenant on est à 0,5. Bon, voilà. Après, il faut noter qu'on s'est quand même assez rapidement et sévèrement occupé de l'alcool. On commence tout juste maintenant à mesurer les drogues, le cannabis, etc. C'est assez récent, il y a une dizaine d'années qu'on commence à mesurer ça. On ne s'occupe pas des psychotropes, anxiolytiques et médicaments, dont pourtant les étiquettes précisent qu'on ne peut pas conduire. Mais ça, nos amis du lobby hygiéniste, vous ne les entendrez jamais dire qu'effectivement, il est, s'occuper, se préoccuper, faire des communiqués, provoquer des articles dans la presse pour dire que c'était vraiment, il faut arrêter de conduire en ayant pris des somnifères. Et là on ne les entend pas. Donc on a encore du chemin à faire. Une autre question, si vous voulez bien tenter de refaire passer la box. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Bonsoir. Thierry Daugeron de l'école Ferrandi à Bordeaux. Vous parliez tout à l'heure justement des droits de succession et vous disiez qu'ils étaient trop élevés, donc ça empêchait justement les familles de reprendre derrière. Est-ce que vous n'estimez pas justement que, vu qu'on parle du vin et des politiciens, il devrait avoir quelque chose de fait pour arrêter de voir nos vignobles et notre patrimoine français partir aux mains de Chinois, de Russes et d'autres gros propriétaires terriens internationaux? Alors déjà, objectivement, quand c'est vendu, moi, ça ne me gêne pas plus que ça soit des Chinois ou des Russes, à partir du moment où ils sont passionnés. Et il y avait eu d'ailleurs un grand article sur le château de Gevrey-Chambertin qui avait été vendu, où on avait raconté monts et merveilles. Et en fait, c'était un grand passionné qui a une cave formidable à Macao et qui a tout de suite, d'ailleurs, confié le vignoble à notamment le domaine Armand Rousseau, qui, sauf preuve du contraire, n'est quand même pas le pire pour produire du Bourgogne.
Après, effectivement, qu'ils soient chinois, français, russes ou que sais-je, le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt qu'on essaye d'accompagner les familles qui ont envie de reprendre. Et le problème principal, c'est ça. C'est quand on a envie de reprendre et que le trésor public puis le banquier tapent à la porte et que finalement on est obligé de vendre toute partie du vignoble. Et là, oui, complètement, il faut que nos politiques s'emparent du problème, se mettent autour de la table avec les gens qui sont confrontés au problème pour trouver les bonnes solutions. Merci Jérémy et merci Thierry de cette question. On a le temps pour encore une ou deux autres questions. Monsieur au fond, oui ? Panier. Vous avez beaucoup parlé de la loi E20 et notamment de ce qu'elle engendrait par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de parler de vin, notamment dans tout ce qui est audiovisuel, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être une faille qui existe par rapport aux nouvelles formes de médias et les réseaux sociaux notamment, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok? Est-ce que c'est pas aussi par là que maintenant les viticulteurs peuvent passer pour faire leur pub? C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'influenceurs qui parlent de vin et qui ne sont pas embêtés. Donc est-ce que là aussi, il n'y aura pas une législation qui interviendra? Est-ce que ce n'est pas un vide qui existe déjà? En tout cas, il y a effectivement moins de contraintes. Est-ce qu'on peut s'en réjouir ou pas? Je ne sais pas. Moi, je trouve que comme il y en a beaucoup ailleurs, c'est plutôt pas mal. C'est un territoire d'expression. Je crois que Émile le Vigneron était à la Cité du Vin il n'y a pas longtemps. Et effectivement, voilà, il y a des vrais influenceurs qui ont compris ces médias. Après, moi, ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai plutôt trouvé qu'on était dans des communications qui, en tout cas, n'étaient pas offensantes et n'avaient pas tendance à valoriser le binge drinking ou ce pourquoi on essaye de lutter contre l'alcoolisme. Donc voilà, dès lors que c'est plutôt positif et que ça va dans le sens, une nouvelle fois, de l'éducation ou de la valorisation des terroirs ou du métier ou du savoir-faire, je ne vois pas où est le problème. Oui, et au niveau juridique, c'est assez compliqué parce que vous le savez, ce sont des entreprises étrangères. Et donc, ce sont des négociations avec ces entreprises. Moi, j'étais présidente de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Là, on peut se dire quand même il y a des propos offensants, il y a des propos d'appel au meurtre. Vous voyez toute la difficulté qu'on a pour arriver à trouver des accords sur ce type de propos parce qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux qu'on ne maîtrise pas, parce que la législation de ces pays est beaucoup plus permissive que la nôtre. Donc, ma foi, effectivement, c'est une faille heureuse pour notre filière, sans quoi, encore une fois, nous avons une filière très responsable. Moi, je crois que nos viticulteurs ont énormément de choses à dire, beaucoup de viticulteurs sont vertueux, et heureusement, nous avons ce type de faille pour arriver à le dire, parce que comme nous n'avons pas de co-construction avec l'État sur ces messages-là, eh bien, on a peu d'occasions, si ce n'est la presse spécialisée, pour effectivement vanter les mérites de cette filière qui est vraiment... qui aujourd'hui, si on regarde ici, il y a des événements sur le développement durable, sur des choses de la filière qui sont malheureusement peu connues. Et c'est vrai que tant mieux. Moi, je vois des youtubeurs qui aujourd'hui ont des messages positifs, mais positifs et responsables. Voilà, pour répondre à votre question, tout se fait dans la responsabilité. Je pense que, j'espère, qu'effectivement nos concitoyens salueront au bout du compte la responsabilité, parce que nous prenons toujours, les viticulteurs prennent toujours leur responsabilité par rapport à d'autres. Moi, je pense qu'il faut continuer à saluer ça. Merci de votre question. Je crois qu'il me reste à vous remercier, Nathalie Delattre, Jérémy Kuckerman, Denis Savreau, pour ce débat de qualité très intéressant. Merci beaucoup. Remercier les équipes de la Cité du Vin et de Kedge qui ont participé à la préparation de ce grand débat, de cette table ronde. Et puis remercier tous les gens qui étaient là, présents face à nous, mais aussi en ligne. Et vous dire à très bientôt pour un prochain débat. Merci beaucoup. Merci.